L'architecture est l'art le plus usité. La construction est peut-être la chose la plus fréquentée ou la plus matériellement utilisée par les gens, par le bricolage et par le métier de certaines personnes. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est la formation peut-être la plus négligée. C'est celle pour laquelle on considère que c'est ceux qui échouent en général dans les matières scientifiques, littéraires, qui se tournent vers le bâtiment. C'est ceux qui échouent dans ces deux lignes qui vont en général vers les professions artistiques et autres. Et moi je pense que donc on manque de références. On n'a pas les outils, vous voyez, réglementaires ou les outils sociaux que sont, je sais pas, la grammaire, le calcul et autres. Et donc je crois qu'il faut donc très tôt voir quels sont les outils qui sont nécessaires à la pratique de ce métier. Moi je les ai donc, on va dire, expérimentés, parce que j'ai plutôt une formation, on va dire, un peu sur le tas. Et en les expérimentant, j'ai donc conservé ceux qui me paraissent être compréhensibles pour moi-même, compréhensibles pour les autres, intéressants sur le plan expérimental. Donc c'est vrai que moi j'ai une tendance à faire une architecture qui n'est pas une architecture de projet, mais qu'un peu une architecture de mouvement. Et donc j'emmène d'une architecture à l'autre ce que la précédente architecture ou le précédent projet m'a donné comme réponse, positive ou négative, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et donc j'ai besoin en effet de ces documents, non pas pour moi au sens de la conservation, mais j'en ai besoin pour remettre les gens qui travaillent avec moi sur d'autres projets au même niveau que moi. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, voilà, bon, puisque tu travailles avec moi, alors que ce soit un collaborateur, un associé ou un entrepreneur ou un ouvrier, la dernière fois, donc, j'ai expérimenté ce genre de choses. En voici la photo, en voici le dessin, le calcul et autres. Et donc, j'aimerais bien repartir de là pour voir si on peut faire la même chose. Mais comme je n'aime pas reproduire les choses, est-ce qu'en partant de là, on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin? Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, je stocke les choses. Mais j'ai aucun fétichisme dans ce stockage. En gros, on pourrait dire après, ça peut disparaître. C'est un peu comme le patrimoine. Dès le moment que vous avez tenu le maillon d'avant et que vous accrochez le maillon d'après, on pourrait dire que le précédent maillon, on pourrait le lâcher. Toujours dans la même démarche, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Enfin, j'avais intuitivement compris, mais j'ai mis du temps à transférer cette intuition sur mon métier. C'est sûrement la raison pour laquelle j'ai mis très longtemps à faire ce métier au sens pratique. J'ai fait ce métier en étant maître d'ouvrage, c'est-à-dire en me prenant du recul, en étant professeur, mais c'est comme si j'avais peur d'affronter le chantier, soit parce que j'étais pas à la hauteur des compétences qu'il faut avoir pour mener à bien un chantier, soit parce que je n'avais pas totalement compris. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, mais il y a très peu de temps que j'ai compris que tout se jouait sur le chantier, puisque c'est le moment où l'architecture se matérialise. Tout ne se joue pas au sens de la conception sur le chantier, car pour mener à bien un chantier, il faut avoir une très bonne conception, mais pour que la conception soit, disons, à la hauteur de ce qu'elle était au moment de la conception dans la réalisation, il faut que le chantier soit mené comme, et je le donne toujours comme exemple, comme un metteur en scène de cinéma qui ne peut pas en effet tourner sans avoir un scénario, mais même si il fait jouer à ses acteurs une improvisation, il a quand même donné le sens de l'improvisation. Il ne peut pas y aller sans savoir ce qu'il va faire. Et je pense que c'est à peu près pareil pour l'architecte. Je pense que s'il maîtrise complètement l'objet qu'il a à construire et s'il sait avec qui il va le construire, c'est pendant le chantier qu'il va donc transmettre le sens de l'architecture. Et donc c'est en faisant jouer le sens de l'architecture et la compétence de l'ouvrier qui va réaliser, de l'ingénieur qui va le seconder et autres, que le sens va pouvoir rester. Sinon, il y aurait un contresens. Il va y avoir un opposé au sens, et du coup, on n'aurait plus que la forme et non pas le sens des choses qui s'expriment. Alors, je pense que le chantier est un très grand moment, parce que c'est le moment, d'ailleurs on devrait toujours le dire, c'est le moment de la joie. C'est-à-dire que c'est le moment de la matérialisation du projet. Avant, ça n'est que du papier. On peut prendre du plaisir à concevoir, mais voilà, tant que ça n'est pas joué, ça n'est pas joué. Et je pense que pour la musique, c'est pareil. Il n'y a pas de musique si elle n'est pas jouée, il n'y a pas de théâtre s'il n'est pas joué, et il n'y a pas de théâtre et pas de musique si elle n'est pas jouée devant un public. C'est-à-dire qu'il faut en même temps reproduire la chose, et il faut que la chose produite soit jugée.
Et ce qui est terrible dans l'architecture, c'est qu'on nie la production et on nie la critique. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des occupants, mais on n'a pas demandé leur avis parce que bon, voilà, c'est classique. Et on nie la construction parce qu'on dit, bon, un mur, c'est un mur. Et je crois que toute l'histoire de l'architecture révèle que justement, c'est quand l'architecture que l'on aime d'ailleurs, même l'architecture rurale, industrielle, l'architecture, même les ruines et autres, on l'aime parce que justement, il y a quelque chose qui est plus que le projet. Et aujourd'hui, on est en présence d'une architecture d'exécution, où seuls les architectes donc, conçoivent et après on exécute. Et moi je pense que c'est le drame de l'architecture actuelle. Et donc si vous faites attention, le chantier est le plus grand moment de la construction, c'est le moment de la réunion des hommes, c'est le moment où on passe à l'acte, c'est le moment de la joie et c'est même le moment où, sur le plan urbain, si vous voulez, où il y a l'émergence du projet. C'est-à-dire que c'est le moment où la décision politique se traduit concrètement par la construction. Et le fait voyez, que les politiques n'aillent pas sur les chantiers, eh bien, ça entraîne qu'ils ne comprennent rien à l'architecture, qu'ils ne comprennent rien à la commande, qu'ils ne comprennent rien au développement économique, qu'ils ne comprennent rien à la formation. Parce qu'ils devraient comprendre là que les conditions de travail, de salaire et ainsi de suite ne peuvent produire qu'une architecture de ce genre, ou éventuellement, en payant l'architecture à ce prix-là, c'est peut-être dans la façade qu'elle passe et non pas dans la relation. Donc pour moi, le chantier, c'est comme si on faisait un film sans tournage. Vous voyez, on ne pourrait pas faire un film sans tournage. C'est comme si un metteur en scène n'allait pas pour le tournage, disant, puisque j'ai donné les indications, maintenant les acteurs connaissent, voilà, les perchman, les directeurs photo connaissent, tout le monde connaît, je n'ai pas besoin d'être là. Donc moi je pense que voilà, c'est dramatique hein, qu'on soit si peu à se rendre compte que c'est le chantier qui fait tout. Quoi. Mais enfin, des fois il faut être seul. Alors, là encore une fois, on me qualifie souvent d'un architecte bois. J'ai absolument pas de position idéologique face à ce matériau. Enfin, pas tel qu'on pourrait le penser. Je n'utilise pas le bois parce que c'est écologiquement meilleur. Bon, il a des qualités le bois, mais à ce moment-là, la pierre en a, le béton en a, la terre cuite en a. Donc je pense qu'il n'est pas meilleur que les autres. J'ai très vite travaillé avec le bois parce qu'il répond à deux choses que justement on ne trouve plus sur le chantier. C'est la capacité de transformer la matière encore sur le chantier. C'est de trouver des métiers qui ont encore le sens de la construction et dont la construction est encore dans l'acte de faire. Et ce n'est pas une construction préconstruite, non, sur le chantier il n'y aurait que l'assemblage. Et ensuite, c'est, disons, l'adaptation ou la modification que le bois peut apporter, que beaucoup d'autres matériaux ne peuvent pas apporter. Vous recevez un morceau de bois, il n'est pas la bonne dimension, avec des outils portables, puisqu'aujourd'hui donc on a quand même un outillage beaucoup plus performant qu'avant, portable. Vous pouvez avoir sur le chantier un atelier bois, alors que vous ne pouvez pas avoir un atelier acier, béton, ou pour le béton, juste pour le coffrage, vous voyez. Donc, alors c'est pour ça que j'ai pris le bois. Et ensuite, c'était d'essayer, au même titre que je le racontais tout à l'heure pour le chantier, c'est comme je crois que c'est dans ce métier-là, charpentier bois, menuisier, qui a peut-être, et charpente métallique, le plus de compétences dans la construction qui existe encore dans la classe ouvrière ou dans les ouvriers qui réalisent, c'est presque de dépasser l'ingénieur ou de dépasser la forme trop sophistiquée, disons, de la conception architecturale et de ramener en disant avec ça, comment tu fais, voyez. Et c'est quand en présence de deux morceaux de bois, d'un gousset, d'un boulon, d'un écrou, d'une rondelle, et voilà, et je sais pas quoi, d'un massif, ça veut dire, et avec ça, comment tu fais, et presque comme une répétition de dire, alors assemblons les choses. Et je crois que le bois est encore ce matériau qui permet cet assemblage humain. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'utilise le bois. Puis après, une autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui m'angoisse terriblement dans le bâtiment, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui ont encore énormément de savoir-faire et qui disparaissent quand le bâtiment est réalisé. Vous voyez, c'est le fait d'avoir, je sais pas, mettons sur un chantier, vous avez ce qu'on appelle les coffreurs. Ce sont des gens qui sont assez négligés, mais c'est les gens qui doivent lire l'architecture, en comprendre le négatif, puisqu'ils vont produire la forme dans laquelle on va couler les choses,
Et ces gens travaillent, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la boue, sur une table qui est faite que de 2 tréteaux, coupent des morceaux de bois avec une scie qui n'est pas du tout une scie comme on pourrait là, un marteau et des clous, enfin qui sont très particuliers. Et moi je me suis toujours dit, c'est vrai que ces gens qui ont une capacité à faire le contraire de l'architecture qui va être visible et de se mettre en négatif par rapport à l'architecture, c'est peut-être ceux qui comprennent le mieux l'architecture. Et depuis très longtemps, je tente de réhabiliter un peu, on va dire, ce métier de charpentier du négatif, qui pourrait être donc non plus le charpentier vous voyez, qui sont au sens noble du terme, celui qui est vu, mais peut-être le charpentier qui accompagne, le charpentier qui épaule. Et donc j'ai découvert là il y avait un savoir-faire encore très très fort et très universel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons, un ouvrier maghrébin ou Europe du Nord ou éventuellement même africain. Très vite, vous vous rendez compte que c'est peut-être là où les savoirs sont les plus proches, c'est-à-dire couper un morceau de bois, fendre un morceau de bois, planter un clou, assembler 2 choses. Et je crois que c'est ce qui, sur mes chantiers, unit les choses. C'est le dernier savoir qui unit les choses. Les autres étant des savoirs très techniques, vous voyez, l'électricité, la climatisation, le chauffage, la plomberie, on peut dire que ceux-là, bon, sont un métier un peu invariable. Sur le béton, je pense qu'on a énormément perdu, puisque donc on a eu des grandes majeures compagnies qui ont donc industrialisé le béton, et donc le béton a quitté le monde de la maçonnerie. Donc on pourrait dire qu'on n'a plus de maçons, mais on a des bétonneurs. Et donc on pourrait dire qu'on est presque un travail industriel, un travail répétitif. Et pour la charpente métallique, on le trouve encore, sauf que j'ai préféré le bois à la charpente métallique parce que, y compris pour des raisons de feu et de réglementation, ça peut paraître absurde, mais le bois est meilleur que le métal parce que, comme le disent les pompiers, on sait quand le bois brûle, on sait comment il brûle et on sait qu'il ne dégage pas de vapeur et de fumée toxique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je travaille le bois et qu'en effet, sans référence apparente, mais je pense avec une référence profonde peut-être d'un métier de base. Ça, c'est une histoire un peu, c'est d'amitié, quoi. Je travaillais avec les élèves, les étudiants de l'école du cirque de Rosny quand leur chapiteau s'est envolé le 26 décembre 1999, puisque je les avais donc sur les Champs-Élysées, sur la roue du cirque. Et comme on avait travaillé ensemble, ils m'ont dit, voilà, ça serait bien que ce soit toi qui nous aide à reconstruire le chapiteau. Donc ça a duré beaucoup de temps, puisque donc là on est en 2004, on a mis 4 ans pour refaire ce chapiteau. Ça n'empêche que depuis le premier jour, j'avais dit on va essayer de faire un objet qui conjurerait ou qui traiterait par-dessus la jambe ou d'une manière très visible le vent. C'est-à-dire que quelque chose de contradictoire, parce que le chapiteau est quelque chose qui est léger et en effet le chapiteau est très sensible au vent. Il faut le monter quand il n'y a pas de vent et vite le fermer quand il y a du vent. Donc l'idée c'était de faire un peu un objet qui tienne compte, disons, du vent. Comme c'était un chapiteau fixe, puisque c'est une école, c'était de le mettre dans le sens du vent dominant, de lui donner le moins de prise au vent, de lui donner donc une forme, on va dire, aérolique qui le profile pour n'être pas opposé au vent. Puis ensuite, très vite en le dessinant, je me suis rendu compte que ça pouvait ressembler à un animal tapis. Vous savez, quand il y a des animaux, des fois, qui se mettent sur une glace, sur un mur, quand le vent se lève, ils évitent les aspérités. Donc, comme ça, en cherchant un peu, je trouvais que ça pouvait ressembler à un cerf-volant, mais ça me paraissait pas bien, parce que le cerf-volant, il fait quand même pour décoller. Mais ça pouvait ressembler peut-être à un dragon, ou à un objet, comme ça, voilà, un objet un peu mythique, comme ça, un animal mythique. Alors, du coup, on l'a appelé le dragon volant. Et alors après, l'idée, c'était de faire en sorte que le programme, qui était donc de faire 3 pistes, écoute réellement le fonctionnement de ces 3 pistes. Il y a une piste pour une très grande hauteur, moyenne hauteur, petite hauteur. Donc c'est là, comme ça, on a pu le profiner. Après, il y a des moments d'occupation ou des temps d'occupation, ça dépend des couleurs. Le blanc, le jaune, le noir, puisque le noir, c'est pour la salle de spectacle. Ensuite, c'était de travailler, y compris sur sa ventilation, puisque quand vous êtes sous du blanc, la température est moins élevée que du noir. Comme le noir est plus haut que le blanc, c'était juste en ouvrant la porte d'entrée de faire de ce chapiteau comme une sorte de grande cheminée qui fait que l'été, il suffit donc d'ouvrir une porte et de décoller la coupelle pour très bien ventiler le chapiteau. Puis voilà, puis on est parti comme ça en le dessinant. Et puis après, vous rencontrez la difficulté du constructeur qui dit voilà, moi je ne veux pas avoir de chute de tissu, je veux pas commander plus de 3 couleurs, il faut que ce soit en stock. Et donc voilà, moi je fais comme ça, je prends presque comme un atelier du jeudi, si vous voulez, ou du mercredi maintenant. Vous coupez du papier, vous découpez, vous faites des tas de couleurs, vous dites qu'est-ce que je vais faire avec ça hein. Et puis à force de jouer avec ces papiers, et je pense que d'ailleurs les gens pourraient faire de l'architecture comme ça. D'ailleurs, vous voyez, on n'a pas cette liberté, de dire bon tiens, qu'est-ce que je fais, une paire de ciseaux, hop, je prends un crayon, et on a monté comme ça tout doucement, et on a entraîné les gens
à faire un objet dont personne ne s'est posé la question de la forme qu'il aurait, parce que tout le monde était intégré à cette forme. Et voyant ce chapiteau, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre qu'il ait eu son permis de construire, vous voyez, parce que, imaginons que j'ai fait un bâtiment en dur, jaune, rouge et noir, on aurait dit, mais attends, mais là, c'est pas possible et tout. Mais comme c'est en toile, et comme on l'a fait tous ensemble, bon, bah, c'est comme quand on change un pullover, quoi. On ne se pose pas la question, quoi. Alors, voilà, ce bâtiment est, à mon avis, l'expression de la liberté. Là, c'était une autre façon. On cherchait donc avec Laurent Gachet, le directeur de l'école, un terrain pour implanter l'école. Et puis, bon, après avoir fait pas mal de tours en banlieue, Saint-Denis nous paraissait le mieux parce qu'il y avait le transport en commun. Et puis voilà, là, moi j'aimais beaucoup cet endroit. C'est la plaine Saint-Denis, c'est là que se tenait la foire à la paille au Moyen-Âge. C'est sur la route entre le Louvre et la basilique Saint-Denis. Je trouvais qu'il y avait un symbole qui était bien. Et puis voilà, la mairie de Saint-Denis était très accueillante et tout. Donc on a choisi. La première des règles, c'était le terrain qu'on nous a donné est un terrain qui appartenait au Gaz de France, qui a été aménagé pour la Coupe du Monde de football. Et cet aménagement, c'était un parking pour les personnalités, comme on dit. Et moi, je trouve que quand on parle de patrimoine, moi j'aime bien dire, mais de quoi parle-t-on, quoi? Est-ce qu'on parle du gazomètre de l'usine à gaz? Ou est-ce qu'il avait disparu? D'ailleurs, c'est assez bizarre, c'est parce qu'on parle de patrimoine, on les achetait. Mais là, on avait un parking. Est-ce qu'on pourrait, peut-être que dans l'histoire de France, 98, à la Coupe du Monde de football, c'est très important. Donc le fait que cet asphalte, vous voyez, ait servi à recevoir des personnalités qui allaient à la Coupe du Monde, j'ai dit tiens, l'asphalte est patrimonial. Donc les gens disaient fou. Bon. Et j'ai dit du coup, on va laisser même les bandes, on va laisser les traces, on va se poser dessus. Et au lieu de faire une école qui viendrait fouiller le sol, on va faire une école de plein pied, on va la poser dessus. En plus, c'est la tradition du cirque de ne pas s'ancrer dans le sol et de se poser. Donc comme là, l'école était donc définitive, tout au moins pour un temps, bon, on aurait pu l'ancrer, mais là, donc on a posé dessus. Donc j'ai voulu travailler justement sur pourquoi on enterre les fondations et pourquoi on ne pose pas les fondations sur le sol. Alors on dit toujours, bon, c'est par frottement, il y a plus de frottement dans le sol et tout, mais quand même là, on a travaillé longtemps avec l'ingénieur sur des radiers, des sommiers, vous voyez, des longrines posées au sol et des massifs posés au sol. Puis ensuite, moi, j'ai regardé un peu l'environnement et j'ai trouvé invraisemblable parce qu'à côté, tout était beau, il y avait des très beaux hangars. Et on me disait, ça va tomber, ça va être des logements, ça va tomber, ça va être des bureaux. Attends, il ne restera rien de la plaine Saint-Denis. C'est-à-dire que du coup, de ce que l'on pensait être le patrimoine de la banlieue et de la classe ouvrière française, il ne restera rien. À ce moment-là, j'ai commencé à dire, et si nous, on récupérait des bâtiments à côté, et que pour un peu faire un pied de nez, on prendrait tout ce qui va être détruit, et on ferait donc sur le terrain de la Coupe du Monde, une école avec les restes. Bon, très vite, on m'a dit, c'est pas possible, les bâtiments sont usés, je ne pourrais pas. Alors, on est quand même parti sur cette idée de trouver des formes qui rendent hommage aux formes architecturales de la plaine Saint-Denis, puisqu'il n'en restera aucune de ces formes, de construire en fin de compte ces formes avec des matériaux qui n'étaient pas les matériaux, ou tout au moins de ne pas les mettre en scène ou de les assembler comme l'industrie l'avait fait, et quand même de faire un appel à la récupération de matériaux. Alors le plus drôle, si vous voulez, c'est qu'on a récupéré comme matériaux pour cette école des tôles que Disney, qui construisait sa deuxième tranche donc à Marne-la-Vallée, avait refusé parce que toutes les tôles n'étaient pas de la même couleur. Et donc nous, on a eu des tôles gratuites, parce que voilà, elles repartaient à la casse, et donc un peu pour faire acte, si vous voulez, même de civilité, de dire bon, Disney voilà, se permet de rejeter X milliers de mètres carrés de tôle parce que c'est pas la même couleur, ça ne va pas payer l'entreprise et tout. Donc l'entreprise était très contente de nous donner ces tôles. Et donc j'ai construit une école avec des couleurs que je n'aurais pas choisies. Parce que vous voyez, c'est doré, bronze et argent. Et je crois que, vous voyez, des fois, le hasard fait bien les choses. Parce que j'ai découvert que ces couleurs, en fin de compte, étaient assez en harmonie avec le ciel parisien et la couleur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit le bâtiment. Ensuite, on s'était dit, on va mettre les conditions que les élèves auront dans leur vie, disons, professionnelle. C'est-à-dire que vous n'avez jamais de bâtiment qui couvre l'ensemble, mais vous allez de votre caravane à une salle de répétition, de la salle de répétition au chapiteau. Donc on a fait des bâtiments les uns à côté des autres. Et la dernière remarque qu'on a faite, c'est le jardin était déjà presque en reconquête naturelle comme tout terrain vague. Et on a donc fait un jardin avec toutes les plantes qui poussaient naturellement. Et on a fait un inventaire floristique de la faune et de la flore, on va dire, de Seine-Saint-Denis, un peu en hommage à justement toutes ces choses qui disparaissent alors que la Seine-Saint-Denis était une très grande plaine, comme son nom l'indique, où la terre en dessous est très très bonne. Voilà. D'abord, moi je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments dont on ne parle jamais, que sont les bâtiments militaires et les bâtiments agricoles. Ouais. Comme si c'était honteux de faire de l'architecture militaire. C'est peut-être honteux de faire la guerre, mais bon, il y a de l'architecture militaire. L'architecture rurale, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et là, je voulais faire un bâtiment qui soit la synthèse
de choses comme ça que l'on a en tête parce qu'on va au cinéma et qu'on les voit, mais qu'on ne voit pas dans la ville. On ne les voit jamais. Vous voyez, on sait tous comment c'est un bâtiment militaire, on a vu des films de guerre et tout, mais on ne les voit jamais. L'agriculture, on n'en parle plus. Et je voulais faire donc une tente qui soit la synthèse de ça, c'est-à-dire quelle est la forme de tout. Et en même temps, je voulais faire un chapiteau qui donne l'impression qu'il est plus confortable qu'un chapiteau, parce que c'était pour y mettre donc l'école du cirque de Rosny en attente et après des représentations donc théâtrales, et il fallait que donc, je puisse accrocher un grill. Et tout le défaut des chapiteaux, c'est qu'en général, on a beaucoup de mal à accrocher un grill, ou tout au moins on peut l'accrocher qu'entre les 4 mâts ou les 2 mâts. Et comme là, ils voulaient pouvoir avoir une salle un peu dite polyvalente, il y avait cette question de faire une charpente un peu plus solide qu'on ne le fait d'habitude, peut-être avec une démontabilité moins souple que d'habitude, mais voilà, une démontabilité quand même, et une référence qui ne soit pas chapiteau, qui soit charpente, bois, toile. Puis ensuite, ce que je voulais dans ce bâtiment, c'était que au niveau de, voyez, de sa couleur, du traitement de la toile, du rapport entre les parois latérales et le toit, tout ça donne l'impression de ressembler plus à un mur, une voûte, une coupole, que la toile continue du chapiteau. Et comme là, c'est une commande que la ferme du Buisson nous a passée, un petit peu comme ça sur un coin de table, on avait fait depuis très longtemps, nous, des essais de charpente économique qui étaient, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce bâtiment est fait de 2 fermes traditionnelles classiques, comme on pourrait le trouver pour la construction d'un petit hangar ou d'un pavillon, qui sont montées en V, si vous voulez. Et donc c'était de partir du savoir-faire le plus simple qu'un charpentier bois sait faire, une ferme ou une fermette, et d'assembler les fermettes entre elles, non pas en les mettant à l'horizontale mais à l'oblique, et de faire avec ça un espace qui fait que vous rentrez dedans, un peu comme on rentrerait dans une chapelle ou dans une église, on retrouve un élément de charpente, mais qui est un élément de charpente qui constitue en fin de compte le mur. C'est mon bâtiment préféré, parce que c'est la commande la plus simple. Et c'est la commande pour laquelle j'ai eu la plus grande liberté, puisque c'est une commande qui a dû se passer à la fin d'un repas, sur un coin de table. Vous savez, comme des fois, d'ailleurs, les grandes décisions se prennent en général là. Donne-moi ton adresse, et des fois on fait une vie entière avec quelqu'un. Hein, donc, mais on oublie, quoi, voilà. Ou je sais pas, les décisions qui se prennent dans les entreprises, dans les couloirs ou dans les WC. Vous voyez, on dit, bon, tiens, on se lavant les mains, qu'est-ce que tu fais, machin, tout. Et là, c'est Antoine Riboud et Rostropovitch qui avaient un festival de musique à Évian et qui souhaitaient un bâtiment. Et Rostropovitch, très malin, voulait tirer un maximum d'Antoine Riboud, qu'il considérait comme riche, en disant « je veux un auditorium », mais même sans dire en quoi il était. Et Antoine Riboud, qui était très économe, me regardait en faisant des gros yeux, me faisant surtout « ne dites pas oui ». Et alors moi, pour essayer de faire la liaison, je dis « mais Antoine, je peux faire comme ce que je fais, des cirques ». « Ah oui, oui, des cirques, c'est formidable et tout ». Et puis, bon, la toile, c'est pas bon sur le plan acoustique. J'avais été voir d'autres toiles pour des salles de concert. Et comme ça, comme une boutade, je dis, mais voilà, pour faire la liaison et la jonction entre vous deux, je vais faire une tente en bois. Et à ce moment-là, Rostropovitch, qui est assez marrant parce qu'il voyait que c'était mieux que la toile. Donc il a sauté sur le gazon et dit, oui, 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 ça, oui, oui, Antoine Chi, une tente en bois. Et à ce moment-là, Antoine Riboud me regarde, il dit, une tente en bois, c'est qu'il sait pas. Il dit, vous êtes capable de faire une tente en bois? Je dis oui. Et voilà, j'ai fait une tente en bois. Alors, c'était plus cher qu'une tente en tente, mais c'était tellement moins cher qu'un bâtiment que j'ai avancé comme ça tout seul et j'ai fait ce bâtiment. Et non, le plus particulier dans ce bâtiment, c'est que j'avais rencontré sur un chantier un jeune conducteur de travaux, ingénieur dans une entreprise bois, qui était très vif et très intelligent, Yves-Marie Ligaud. Et j'ai donc dit à Yves-Marie Ligaud, si tu crées ton entreprise, je te donne du travail. Et donc Yves-Marie a créé presque son entreprise pour ça. Et donc personne n'aurait pu croire que construire un bâtiment de cette taille-là, voyez, par quelqu'un qui avait 27 ans et dont lui, son chef de chantier, avait 21 ans, tout le monde, enfin, personne n'y croyait. Moi-même d'ailleurs, je sais pas, je me posais même pas la question. Et moi à l'époque, je n'avais plus d'agence. Et donc j'avais des étudiants qui venaient d'être diplômés. Et j'ai donné ce projet, donc un peu comme un post-diplôme à des gens très jeunes. Parce que Justine devait avoir 21 ans, Alain, je sais pas, 22 ans ou 21 ans. Et donc c'est une histoire en fin de compte de jeunes. Vous voyez, c'est une histoire d'une totale liberté et tout. Et on l'a construit donc dans les délais. Et voilà. Et donc, enfin, moi, c'est mon bâtiment préféré. C'est mon bâtiment d'ailleurs, c'est le bâtiment qui m'étonne le plus. C'est pour ça que je pas vu. Pourquoi il vous étonne? Et parce qu'il y a plein de choses que je ne reconnais pas. C'est-à-dire que comme c'est un bâtiment que j'ai vraiment fait comme une sorte de... C'est presque celui que j'ai fait, comme je décrivais tout à l'heure, sur le plan du spectacle.
comme à l'époque je travaillais avec Jacques Lang, j'avais énormément de travail, donc j'avais une minute par jour pour en parler, quoi. Donc j'allais les voir, ils faisaient les maquettes, je donnais un avis, après je savais qu'ils ne savaient pas faire les plans d'exécution, donc j'ai laissé Yves-Marie Ligaud faire des plans d'exécution que lui-même ne savait pas très bien faire et tout, et donc je savais que j'emmenais quelque chose qui n'était pas totalement fait, et que sur le chantier je le dirigerais, et je l'ai vraiment dirigé comme ça, quoi. Je faisais changer, je déplaçais, et donc je l'ai fait comme ça. Alors il m'étonne le plus parce qu'à chaque fois que je vais sur le chantier, enfin plutôt quand je vais au concert, des fois comme ça je regarde les salles que je fais, et donc il y a des choses que je ne reconnais pas parce que je me rappelle avoir donné cette indication et ils l'ont interprétée. Et donc je reconnais à chaque fois cette interprétation qui m'enchante. Le garde-corps m'enchante. Le garde-corps, je ne sais pas si vous le regardez, mais d'habitude c'est toujours une planche qui est d'une largeur et un vide qui est d'une largeur constante inférieure à la planche en général. Et là, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné j'ai dit bon, on y va, on met planche toute largeur, parce que je ne voulais pas avoir une répétition, et eux ils ont compris donc un espace de même largeur. Ce qui fait que c'est très très beau, c'est l'espace qui est constant qui fait le noir, et la planche qui est variable. Et donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné les garde-corps passent comme une planche qui viendrait du fond, quoi. Donc à chaque fois je suis surpris, quoi. C'est drôle, si vous voulez, il y a dans la vie comme ça, ce qui est éphémère est déconsidéré, ce qui est pérenne est considéré, ce qui est décor est méprisé, ce qui est architecture est valorisé. Et donc là, en rigolant, j'avais dit à Bartabas, si on le fait, tu verras, d'abord, je pensais que je ne pourrais pas le faire, que l'architecte en chef voudrait faire et tout. Et à un moment donné, j'ai défendu l'idée que ça n'était qu'un décor et pas une architecture, et que ce décor était reversible, puisque c'était que de la planchette, on pouvait tout jeter, quoi. Alors du coup, quand je l'ai défendu, bon d'accord, mais ça va faire un peu, je sais pas, 4 pentes, vous voyez, genre restaurant d'autoroute, quoi, avec des planchettes comme ça. J'ai développé une esthétique qui a un peu surpris donc, les conservateurs et l'architecte en chef, et puis tout est passé. Et un jour, en rigolant, on est sorti d'un rendez-vous, et Bartabas me dit en rigolant, on sortait de l'écurie, et devant nous, il y avait le château. Et Bartabas me dit, et ça pour toi, c'est un décor ou une architecture? C'est un décor. Il me dit, donc tu peux aussi refaire le château. Je dis, oui, mais voilà, je ne le ferai pas. Voilà. Et donc je crois que là, on a joué à ça. On a joué à démontrer que les gens s'attachent aux mauvaises choses. C'est la galerie des glaces à Versailles, c'est plus fort éventuellement que la façade. Vous voyez, ce que Levaux a fait et ce que Jules Hardouin, Mansart a modifié, je pense qu'on retient Jules Hardouin et pas Levaux. Et c'est la galerie des glaces qui fait Versailles sur sa façade ouest et non pas l'inverse. Et je crois que là, les architectes aujourd'hui sont catastrophiques pour ça, quoi. Dès qu'ils ont fait leur objet et tout, ils négligent tout le reste, alors que des fois, la richesse d'un bâtiment pourrait, par son cœur, voyez, par le simple fait qu'une chambre à coucher serait la chambre de l'amour, les immeubles devraient être que des immeubles d'amour. Donc là, on sait bien, quand on regarde ces fenêtres, là je les regarde depuis tout à l'heure, est-ce un séjour, vous voyez, est-ce une cuisine, est-ce une salle de bain, est-ce une chambre? C'est quand même invraisemblable, quoi. Le théâtre équestre Zingaro, il a été construit sur un terrain épouvantable. C'est les contreforts du fort d'Aubervilliers, à la limite de Aubervilliers et de Dugny. C'est ce qu'on appelle une zone laissée pour compte. C'est un délaissé entre deux communes, c'est une zone sensible, comme on dit aujourd'hui. Nous, quand on l'a pris, c'était une décharge de la DDE qui stockait là ses pavés, ses panneaux et ainsi de suite. Et c'était un terrain qui était classé pour être un hôpital. Donc on nous a dit, bon, vous pouvez le prendre, mais bon, à cet endroit-là, de toute façon, vous ne tiendrez pas, vous ne vivrez pas et tout. Et l'idée, c'était, dans cet endroit, qui est pourtant assez beau, parce que c'est contre le cimetière de Pantin, où il y a donc une sorte de grand espace végétal, le fort d'Aubervilliers, quand même, avec ses contreforts et ses jardins ouvriers qui sont assez beaux. Puis après, il y a la cité qui a été faite donc, de part et d'autre là, du carrefour, qui est à Aillot. D'ailleurs, à Aillot, on a fait une partie, vous voyez, qui a été réhabilitée. Enfin, tout est dégueulasse, quoi. Et on s'était dit, il faudrait qu'on fasse donc un objet qui soit quelque chose qui se remarque, mais pas au sens de faire le malin. C'est quelque chose qui en fasse peut-être qu'on fasse l'objet qui manque à ce quartier, quoi. Alors c'est sûr qu'on peut plus faire des églises parce que voilà, c'est pas la même chose. On peut plus faire des marchés couverts parce que c'est pas les marchés couverts. On peut peut-être plus faire, je sais pas, comme ça, des objets, des châteaux forts et autres parce que bon, voilà, ça n'est plus du temps. Mais c'est vrai qu'une ville a quand même besoin d'un monument dans lequel il se passe quelque chose
et que ce quelque chose soit donc bien identifié au bâtiment et que l'activité et la forme. Alors on a cherché avec Bartabas et Jean Harari, et comme ça, comment, alors on s'amusait, voilà, on partait comme sur les formes à 2 pentes, à 3 pentes, à 4 pentes, à 6 pentes, avec un clocheton, avec machin et tout. Et puis comme Bartabas nous suivait avec beaucoup d'exigences, parce que c'est lui qui commandait son propre bâtiment, qui voulait absolument ses écuries intégrées à la salle de spectacle, passer par les écuries, il voulait que les gens habitent autour. Donc petit à petit, on pourrait dire qu'on a fait encore sur un coin de table un bâtiment comme ça. Et l'idée était que ce bâtiment dure le temps d'une saison, vous voyez, de 2 ans ou 3 ans. On devait partir normalement à Berlin et à Rome avec ce bâtiment. Et puis c'est assez drôle, ce bâtiment a requalifié ce carrefour. Le fait qu'il y ait du public qui vienne le soir, que des chevaux sortent à cet endroit-là, ce qui n'existait pas, il a été très respecté par la population et même par la ville d'Aubervilliers. Il est devenu un nouveau centre. Vous voyez, on pourrait dire il y a la mairie, le théâtre de la commune et puis le théâtre équestre Zingaro. Et c'est assez drôle parce qu'on ne l'a pas fait comme ça, vous voyez, c'était pas question. Et je pense que si aujourd'hui on démolissait ce théâtre, ce qui risque d'arriver si Paris est choisi comme ville olympique, puisqu'il devrait y avoir là un grand complexe sportif, donc on devrait aller ailleurs, je pense que les gens regretteront ce bâtiment. On peut dire que Zingaro est le début de ma réflexion dans ce domaine. C'est-à-dire comment s'approprier un terrain qui n'est pas programmé pour cet équipement, comment construire un équipement qui ne ressemble pas aux équipements standards que l'on fait, mais qui ressemble bien à l'activité qui s'y tient, c'est-à-dire un bâtiment chargé de sens, et peut-être donner même l'impression que ce bâtiment est modeste, puisqu'il était démontable, et venir se caler tout doucement comme ça dans un quartier qui est en déshérence, en disant voilà, nous on vient se mettre avec vous, sans plus, sans moins, mais ne vous inquiétez pas, si on gêne, on s'en va. Donc je pense que là j'ai commencé à basculer, c'est un grand moment dans ma vie. Oui, moi je pense que l'architecture, j'essaye d'en voir les limites. Voilà. Je pense qu'on a donné des limites ridicules. On a restreint terriblement l'architecture. Je pense que c'est comme les arts plastiques, si vous voulez. Voilà. Il y a un champ, ou la littérature, vous voyez, il y a un champ immense de la littérature. On ne peut pas dire que voilà, il y a un type d'écrivain. Il y a la littérature et des auteurs, et c'est un champ très large. Pour l'architecture, on a tendance à rattacher ça à un corps. Ce corps ne construit que des équipements publics, on en fait la liste 5, et éventuellement quelques équipements privés, on en fait la liste 5. Au-delà de ça, les autres sont nuls, si vous voulez. Moi, je pense qu'un architecte qui fait, je sais pas quoi, la simple réparation d'une toiture, qui sait installer un ascenseur dans une cage d'escalier, qui sait dessiner une bordure de trottoir, quelqu'un qui sait, je sais pas, même suivre une démolition pour garder le patrimoine sans tout garder et tout, je pense que ça, c'est de l'architecture. Mais l'architecture, c'est aussi commander l'architecture. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'à un moment donné, moi, rien ne m'arrivait de bien parce que je voyais bien qu'on ne savait pas commander. C'est pas que les gens qui commandent sont idiots, mais c'est que le passage, vous voyez, entre la commande à l'architecture, c'est très compliqué. Donc je me suis mis pendant très longtemps du côté de la maîtrise d'ouvrage pour essayer, mais sans esprit de certains disent que sacrificiel, je sais pas quoi. Non, c'était le plaisir éventuellement de bien commander à quelqu'un de l'architecture. Donc en effet, j'ai aidé beaucoup d'architectes à avoir de très grandes commandes grâce au travail que j'ai fait du côté. Mais pour moi, c'était un très grand plaisir de bien passer commande à un architecte. Et puis après, je me suis rendu compte qu'avant la commande ou avant la traduction de la commande, il y a l'occupant, il y a l'usager, il y a le mec qui, à un moment donné, rencontre une difficulté ou exprime un plaisir ou un besoin et il ne sait pas à qui le transmettre. Parce que voilà, il n'a pas l'argent, à moins quelqu'un qui se construit une maison, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais voilà, il dirige un équipement culturel, ou il veut monter un spectacle, ou je sais pas, une activité sportive, plein de choses comme ça. Et il ne sait pas à qui. Il ne sait pas s'il doit s'adresser aux politiques, ou s'il va s'adresser directement à un architecte, parce qu'éventuellement l'architecte ne fera pas ce travail, vous voyez, tout petit travail. Moi j'en ai fait beaucoup de ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que peut-être des fois il fallait être du côté de l'usager. Car si l'usager est le commanditaire, au sens que c'est lui qui suscite chez le commanditaire de passer à l'acte de commander à un architecte, en général, si vous avez tenu entre celui qui demande et celui qui s'en sert, c'est là où vous faites en fin de compte la meilleure architecture. Alors ce qui est drôle, c'est que vous avez beaucoup d'élus qui disent « mais c'est pas possible, parce que si un jour il s'en va,
voilà, ce bâtiment ne conviendra pas aux autres. Alors moi je dis tout le temps, mais aujourd'hui il ne conviendra jamais celui que vous commandez parce que c'est un programmiste qui aura écrit pour personne et donc il ne conviendra jamais à personne. Au moins qu'il convienne une fois à quelqu'un. Et si le bâtiment convient une fois à quelqu'un, cette personne va vivre avec, elle va l'enrichir et elle le transmettra sûrement à quelqu'un qui viendra là parce que le bâtiment est riche. Et si éventuellement la personne combat le bâtiment, elle le combattra avec du sens parce qu'elle retirera éventuellement des choses que l'autre a mis et que lui ne veut pas pour tenir son activité et il fera œuvre éventuellement de transformation architecturale et de transfert du patrimoine à un autre. Donc je pense qu'en effet l'architecture, elle est un peu partout, on peut dire. Elle est dans celui qui demande, dans celui qui commande, dans celui qui conçoit. Moi je crois dans celui qui construit et dans celui qui s'en sert. Et si vous passez comme ça sans cesse de l'un à l'autre, ben c'est plus simple parce que vous avez la vision globale. Moi je l'ai, ça y est, c'est peut-être pour ça. C'est-à-dire que j'ai attendu autant de temps pour mieux maîtriser. Mais voilà, je suis sorti à 21 ans de l'école et en fin de compte j'ai commencé à construire à 45 ans. Quoi. Voilà, j'ai donc passé presque 20 ans à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Quoi. Et c'est pour ça que c'est un métier, on ne va pas dire de vieux, mais c'est un métier sur le long terme. C'est un métier qu'on doit faire jeune et sur le long terme. Mais on doit sortir tôt de l'école et non pas en effet repousser sortir de l'école, mais on doit peut-être se faire à ce métier en le faisant et on doit le faire longtemps et ce que je souhaite moi c'est de mourir à la tâche. Quelle belle fin. C'est ça, mourir à la tâche.